Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je suis ravi de vous retrouver comme chaque vendredi pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes, aujourd'hui le 120e. Alors pour moi c'est une semaine allégée puisque dimanche il y aura course avec un dossard. Un dossard sur une distance que j'apprécie, à savoir le 10 km, mais en regardant mes dernières compétitions, eh bien cela fait un petit moment que je n'ai pas parcouru cette distance officiellement. Alors, il y a eu des compétitions en off, un Ekiden il y a un an, donc sur 10 km, mais depuis, pas grand-chose sur cette distance et je pars un petit peu dans l'inconnu quand il s'agit de poser un chrono. Plusieurs facteurs entreront en jeu. Tout d'abord, les sensations, parce que la forme du jour n'est pas forcément celle du lendemain. Les conditions météo, parce qu'il prévoit de la pluie. Alors ça peut rendre le bitume un petit peu glissant, notamment sur des courses où la vitesse est relativement importante. Mais si je me fie au dernier chrono de référence, j'avais effectué un 10 km en 39 minutes 10 il y a un an. Donc ça peut être une première marque à améliorer. Et Garmin, par rapport à son indice de prédiction, me donne aujourd'hui 39 minutes 23. Donc l'objectif est de passer sous les 40. Réponse dimanche vers midi, une fois que la course sera terminée. Mais en tout cas, j'ai effectué un bon volume de course à pied durant cette période post-Covid. Je ne pensais pas pouvoir courir aussi souvent, avec des allures qui sont plutôt bonnes, même si là sur cette semaine je sens un petit peu de fatigue, donc j'espère que pour dimanche ça tiendra. Mais en tout cas le plaisir sera là parce qu'il y aura beaucoup de monde donc du côté de ces foulées de l'Indien sur Orléans. Est-il possible d'adopter une alimentation végane et de performer en course à pied ? C'est la question posée à mon invité du jour, François Duterrier, enseignant en anglais qui pratique le running après avoir pendant de longues années tapé le volant dans le cadre de matchs et de compétitions de badminton. Fort d'un potentiel athlétique, François ne cesse de descendre les chronos depuis ses débuts. Après plusieurs années de pratique, mais seulement une seule année en club, ses références, tenez-vous bien, sont les suivantes. Il vient de participer à la Keep Run du côté de Lille sur 10 km, qu'il franchit en 31 minutes 29, et il a terminé à la 50e position lors des championnats de France de semi-marathon avec un chrono d'1h09. Mes questionnements sont de savoir s'il y a un lien entre son changement alimentaire et ses performances. Globetrotter, ayant vécu du côté de Taïwan, François témoigne sur sa conversion assez tranchée au véganisme. C'est là-bas qu'il a basculé dans cette alimentation en éliminant toute forme d'ingrédients d'origine animale. Il témoigne de ses convictions, des valeurs qui l'animent, mais aussi des difficultés qu'il a pu rencontrer. Il vous donnera des conseils pratiques si vous souhaitez entamer à votre tour une transition vers ce genre d'alimentation. Un grand merci à toi François, toi qui pourrais être, et je te l'ai dit lors de l'épisode, le sosie du trailer Anton Krupika ou du célèbre coureur à pied Forrest Gump. Alors moi je vous laisse en compagnie de François Duterrier, alias Vegan Runner. C'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne écoute à vous. Bonsoir François, merci d'être l'invité du podcast aujourd'hui. Alors j'accueille un collègue, prof d'anglais sur le podcast, mais c'est pas pour ça que je t'ai fait venir. Tout d'abord, bienvenue sur le podcast À côté de mes pompes. Je vais te laisser te présenter, un peu ce que tu peux demander à tes élèves sur les premiers cours de l'année. Qui es-tu ? D'où viens-tu ? Quels sont finalement tes liens avec la course à pied ? Mais ça, on va avoir le temps d'en parler dans la suite de l'épisode. Bonsoir, alors merci pour l'invitation. Alors je me présente, François, 26 ans, je suis prof d'anglais, prof de français au départ, un petit peu voyageur, un peu baroudeur, et puis coureur aussi depuis maintenant 2015, donc depuis maintenant 7 ans. Alors coureur seulement depuis 2015 ? Que faisais-tu avant ? Est-ce qu'il y avait déjà de la course dans ton menu sportif ? Ou est-ce que la course est arrivée un petit peu par hasard, les circonstances qui ont fait que tu as mis les baskets et que tu t'es mis à courir ?
Alors ça date d'il y a très longtemps. Bah déjà en fait depuis le départ, alors, au collège je pense, j'étais tout le temps dans les premiers, dans ceux qui avaient les plus gros tests VMA. Donc j'ai toujours aimé courir, j'ai toujours aimé courir vite surtout, vite et longtemps. Et mon sport avant c'était le badminton. Et j'ai fait du badminton pendant peut-être 5 ou 6 ans jusqu'à la fin du lycée. Et puis, de fil en aiguille, en voulant progresser, me renforcer, j'ai chaussé les baskets et j'ai chaussé les baskets jusqu'à ranger la raquette. À tel point que la course à pied est devenue une passion. Le Ouais, badminton que tu pratiquais des heures et des heures et des heures, d'un jour à l'autre, ça a été terminé. c'est ça. Je faisais peut-être 10 à 12 heures de badminton par semaine. J'étais vraiment à fond dedans. Et puis en voulant progresser, j'ai progressé plus vite en course à pied qu'en badminton. Donc le potentiel course à pied a rattrapé le potentiel badminton et, euh, et ça m'a beaucoup plu. Est-ce que tu te rappelles de ton premier jogging, de ton premier footing? Tu le dis, ça a été une révélation. Qu'est-ce qui s'est présenté à toi pour qu'aujourd'hui tu dises, c'est finalement le sport dans lequel je me révèle être performant? Alors mes plus vieux footings dont j'ai souvenir, c'était pendant la Coupe du Monde 2014. J'allais faire le tour du lac avant les matchs de l'équipe de France, et puis je rentrais, je me lavais, et puis je mettais mon maillot de l'équipe de France, et puis j'allais à la salle des sports où il y avait la retransmission sur écran géant. Aujourd'hui, tu es enseignant. Est-ce que c'était, comme pour moi, une vocation? Quel a été ton cheminement pour devenir enseignant? Est-ce que c'est un parcours de vie? Comment tu en es amené à être aujourd'hui devant les élèves pour leur transmettre, non pas comme moi le français, mais la langue étrangère qui est l'anglais? Alors au départ, je voulais faire de la traduction interprétariat en français, et puis il me fallait une troisième langue, donc français, anglais, et puis je me suis dit bon bah pourquoi pas le chinois. Milieu des années 2010, c'était un petit peu la langue à la mode, la langue qui avait le vent en poupe, donc je me suis dit allez pourquoi pas à la fac commencer le chinois. Et puis de fil en aiguille, je suis parti en échange, et puis en échange j'ai rencontré des gens qui enseignaient le français. Donc je suis rentré de mon échange et je suis tout de suite reparti pour enseigner le français. Et en rentrant, le Covid a fait que les frontières ont fermé, et que de fil en aiguille, le français, l'anglais, l'enseignement des langues, la linguistique, m'intéresser à toutes ces choses-là, à transmettre mes connaissances, tout ce que je peux apporter, aider aux gens à communiquer dans une langue étrangère. Alors, tu étais de quel côté? Vraiment en Chine ou dans un autre environnement asiatique? Alors j'étais de l'autre côté du détroit de Taïwan, donc j'étais pas à côté Chine continentale, j'étais à Taïwan. J'ai fait 1 an à Taipei, à l'université de la culture chinoise, et je suis rentré et je suis tout de suite reparti à l'université nationale de Taïwan pour y enseigner le français. Alors, la course à pied, dans un environnement aussi urbain, est-ce que c'est si facile? Et qu'est-ce qui est dépaysant quand tu pars comme ça, basket au pied, au milieu de ces buildings, au milieu de ces automobiles? Tu es arrivé à trouver quelques zones de verdure quand même. Alors ouais, la première année, j'étais au nord de Taipei, j'étais pas dans le centre-ville, j'étais en hauteur à la montagne, on était peut-être à 400 ou 500 mètres d'altitude. Donc sur le campus qui est perché dans la montagne. Donc je me faisais mes petits circuits dans la montagne sans trop descendre, parce que sinon forcément il faut prendre le bus aller-retour. Et la deuxième année, j'avais un stade d'athlé sur le campus. Et sinon les footings c'était le long du fleuve, un peu comme à Paris les quais de Seine. Pas trop de pollution, parce que c'est des environnements qui sont quand même très, très urbains. Est-ce que Ouais. là-bas, avant même que tu vives le confinement et le port du masque, c'était déjà un outil, un accessoire que tu avais dans ton attirail de Taïwanais? Alors à Taïwan, la pollution, ouais, on la ressent un petit peu. Ça dépend surtout des endroits. Il y a des endroits, les régions portuaires par exemple. La capitale Taipei est pas si polluée que ça. Bon, pareil que Paris à peu près. Mais par contre vers le sud, les activités portuaires avec la Chine, et aussi les vents.
parce que ça paraît pas, mais les vents portent la pollution aussi. Et il y a de la pollution chinoise qui traverse le détroit, qui fait 200 kilomètres et qui se retrouve à Taïwan. Donc dans le sud, beaucoup plus compliqué. Et surtout avec l'humidité et la pollution. Donc respirer dans le sud, c'est très compliqué. Est-ce que tu as réussi à accrocher quelques dossards là-bas, de participer à des courses Ouais. locales? Parce que c'est peut-être pas la même organisation que ce qu'on connaît, nous, dans notre environnement européen. C'est très très différent, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus accessible parce que en fait tout le comment s'appelle le fleuve qui traverse Taipei, la capitale, il est complètement fermé, donc c'est une piste cyclable en fait de 30 ou 40 kilomètres. Et puis un petit peu partout, tout le long du fleuve, il y a des repères pour des courses à pied qui sont prédessinées au sol. Donc il y a des bornes kilométriques le long du fleuve. Donc il y a beaucoup de courses qui sont pas très fun du coup, qui se constituent par exemple un 10 km, ça va être 5 km ligne droite, 5 km retour. Mais il y a énormément de petites activités de course à pied. C'est très très répandu. Tout le monde court. Il y a énormément de gens qui courent, mais très peu de haut niveau. C'est plus vu comme une activité d'entretien que vraiment un sport intensif. Donc tu as peut-être eu des victoires, des belles performances sur des courses locales alors. Ouais, beaucoup même. Au point où on me reconnaissait dans la rue, on me prenait en photo et je me retrouvais sur Facebook et je me fais, qu'est-ce que je fais là? Ouais, j'ai fait beaucoup de 5, de 10. J'ai testé le marathon de Taipei, j'ai testé l'ultra marathon de Taipei, donc format 6 heures. J'ai testé l'ultra marathon de Yangmingshan, 66 km de route de montagne sous 80% d'humidité. Une jolie étape du Tour de France avec des jolis cols à 10%. Et par la suite, je suis redescendu sur des distances un peu plus courtes. Pas de regret d'être rentré après donc cet épisode Covid? Tu es définitivement posé en France, ou est-ce que ça te trotte quand même dans la tête de repartir vers cet horizon et ce soleil levant? C'est ça, il y a toujours l'appel du large. Une fois qu'on a goûté à l'expatriation, vraiment au fait d'être livré à soi-même et d'être totalement indépendant sans avoir de compte entre guillemets à rendre à personne, c'est vrai qu'il y a toujours ce truc de on aimerait bien y retourner. Et puis aussi à la culture, une culture qu'on a embrassée, qu'on a appris à apprécier, à connaître avec les côtés positifs, les côtés négatifs aussi, hein, forcément. Tout n'est pas tout rose, peu importe le pays dans lequel on va. Et il y a toujours cet appel du large. Quels seraient ces côtés, tu le disais, hein, positifs et négatifs? Qu'est-ce que tu pourrais ressortir après ce vécu, vraiment loin de tes bases françaises et de la maison? Alors les côtés positifs, c'est vraiment l'accueil des locaux. J'ai vraiment été accueilli, mais à bras ouverts, dans un pays qui est complètement ouvert et prêt à accueillir quiconque le veut. Un sentiment de sécurité, vraiment. Taïwan, c'est le deuxième pays le plus sûr au monde, je crois, par taux de délinquance par habitant. J'ai plus les chiffres exacts, mais c'est un des endroits les plus sûrs au monde. Donc on peut sortir le soir à 23h en pyjama ou rentrer de boîte tout seul dans le métro, être une femme et se sentir complètement en sécurité. On peut aller au restaurant, aller aux toilettes et laisser son téléphone sur la table ou son ordinateur, il va rien se passer. Donc ça, c'est vraiment les côtés positifs, c'est de se sentir comme chez soi, un petit peu, c'est un peu paradisiaque, quoi. On est bien accueilli, tout se passe bien, et les seuls faits divers, c'est des accidents de scooter avec des taxis. Voilà, il se passait pas grand chose au niveau du danger. Et les points négatifs, ce serait une fracture sociale entre les plus jeunes et les personnes un peu plus âgées. Donc les plus anciens qui ont connu les anciens temps de la dictature, de l'occupation japonaise, toutes ces choses-là. Du coup, il y a une forte fracture sociale, hein, des idées un peu plus conservatrices comparées à une jeunesse beaucoup plus ouverte sur le monde,
On a vu avec les lois sur le mariage gay, toutes ces choses-là, il y a beaucoup de fractures sociales selon les âges. Donc là-bas, pour courir en étant connecté, ça doit être assez simple. Je pense que on doit être saturé de capteurs, de données. On peut tout connecter. On risque pas de se perdre. Non, on risque pas de se perdre. Même si on est perdu, il y aura toujours un bus quelque part qui nous ramènera d'un point A à un point B. Les réseaux de transport urbain sont très bien développés, donc il y a aucun moyen de se perdre. François, si je t'ai invité donc sur le podcast, c'est que déjà physiquement, tu as un profil qui fait que tu ne passes pas inaperçu. Non. Ce qu'on disait en off, mélange de Forrest Gump en fin de parcours et du trailer Anton Krupika. Mais il n'y a pas seulement ça, c'est-à-dire il n'y a pas que la barbe et les cheveux longs. Tu t'affiches comme étant vegan runner. Alors d'où ça vient? Est-ce qu'il y a un lien justement avec ces valeurs que tu as trouvées du côté donc de Taïwan et de l'Asie et que tu aurais ramené finalement jusqu'en France? Comment c'est venu cette, on va dire pas ce mode de vie, je pense qu'on peut l'appeler ainsi, d'être vegan et en plus runner, parce que ça m'a questionné et on va voir comment ça peut faire bon ménage ou s'il y a quand même peut-être des inconvénients. Ça c'est toi qui va nous le dire. Alors, au départ, j'ai un mode de vie qui est très basé, centré sur le respect, l'honnêteté. J'ai toujours apprécié le fait d'être transparent avec les gens avec qui j'interagis dans la vie en général. Et puis de ces valeurs que je prône de respect, de tolérance, de sincérité. Je me suis dit que si je voulais les appliquer à moi et la terre en général, enfin voilà, mes idéaux un peu de quand on est jeune, on veut que tout le monde soit gentil et tout le monde soit beau dans le monde, et puis je me suis dit tout le monde dans le monde, c'est aussi les animaux, et de fil en aiguille, à force d'en apprendre de plus en plus, milieu des années 2010, il y a eu les premières vidéos de L214 dans les abattoirs qui ont commencé à mettre en lumière les premiers scandales sanitaires autour de la questionnement du traitement des animaux. Et puis, de fil en aiguille, il n'y a pas eu de déclic. C'est plus une accumulation de trop d'informations qui a fait qu'il y a eu un point de non-retour. Et ce point de non-retour, ça a été à Taïwan, justement. J'ai profité de partir dans un environnement beaucoup plus sain, beaucoup plus ouvert au régime végétarien et vegan, pour justement mettre le pied à l'étrier et puis voir s'il y avait des changements sur mon corps, si je le vivrais bien. Je me suis beaucoup renseigné sur comment faire avant. Et puis j'ai tout mis en pratique là-bas et puis ça s'est très bien passé. Et depuis, aucun regret. Combien de temps tu estimes avoir pris pour faire cette transition d'une alimentation, on va dire, européenne, classique, comme la mienne, avec forcément de la viande. On va voir si tu as d'autres aliments que tu as peut-être mis de côté. Mais cette bascule, elle s'est opérée en combien de mois, combien d'années? Tu le dis, c'est une accumulation de beaucoup de petites choses, mais concrètement, sur Taïwan, ça a pris combien de temps? Alors, avant Taïwan, ça a pris quelques semaines, quelques mois où j'ai commencé à un petit peu réduire, à regarder par-ci par-là des repas végétariens, à m'en faire un ou deux, et vraiment la bascule vers une alimentation carnée à une alimentation 100% végétale, c'était du jour au lendemain. Ouais, on-off, là ça a été radical. Ouais, ce que je recommande pas spécialement, étant donné que la transition pour le système digestif est pas très optimal, à moins d'avoir un estomac bien accroché. La transition, l'apport de fibres, elle est assez violente. Je vais pas le mentir. Donc plus d'alimentation carnée, donc tout ce qui est viande animale, on met de côté. Tu gardes quand même du lait, des œufs, ou ça aussi, tu as balayé tout ça? Ouais, tout ce qui provient de près ou de loin de l'exploitation des animaux, donc viande, lait, œufs, poissons, miel, cuir, soie, laine, toutes ces choses-là, j'ai tout arrêté du jour au lendemain. Donc ça impacte des choses plus larges que ta simple alimentation, parce que tu dis de la soie, de la laine, du cuir, donc là on dérive un petit peu sur le mode de vie, sur le côté vestimentaire, donc tu es un petit peu plus large
que la simple radicalisation ou recentrage alimentaire. Ouais, c'est ça. Bah, j'ai pas de souci à parler entre guillemets de radicalisation parce Le que terme est un peu fort, c'est pour ça que j'ai préféré dire recentrage. C'est ça, parce que radicalisation, littéralement, ça veut dire aller à la racine du problème. Donc, pour moi, la racine du problème, c'est toute l'exploitation et du coup toute l'arborescence qui en découle. Après, forcément, avec la politisation, forcément, le mot radical n'a pas la même connotation. Mais du coup, j'ai pris le problème à la racine et j'ai regardé tout ce qui se fait de près, de loin, de manière directe, indirecte sur les animaux. Sur le fait que, par exemple, à peu près une vache sur deux qui est en abattoir pour la viande, au final, c'est une vache laitière de réforme qui produit plus assez. Donc, au final, consommer des produits laitiers, ça fait participer à la production de viande au final. C'est pas moi qui mange la viande, mais c'est quand même moi qui participe au fait que la vache finisse à l'abattoir. Dans cette consommation alimentaire, tu l'as dit, j'ai réduit petit à petit ma consommation pour ensuite basculer. Dans ton entourage, tu étais encore en France quand ça s'est passé, quand cette transformation s'est opérée. Quel a été le regard peut-être de tes parents et des membres de ta famille de devoir aujourd'hui moins consommer? Et tu as dû peut-être apporter des preuves suite à tes lectures, suite à tes reportages, pour justifier ce choix donc alimentaire de mettre de côté toute forme de source animale dans ton alimentation. Ouais, c'est ça. En fait, la bascule, je l'ai faite quand je suis parti à Taïwan, du jour au lendemain. En fait, c'était un cheminement qui était en moi, et puis mes parents comprenaient pas trop. Ils ont essayé de m'aider, de me freiner, voilà, il y a aussi le côté de la maman qui nous inculque une éducation, des valeurs, et puis du jour au lendemain, j'arrive, je fais maman, ce que tu m'as enseigné, c'est plus ce à quoi j'adhère. Donc forcément, il y a eu la crainte des parents, la crainte de la santé. Forcément, ça touche à l'alimentation. Le fiston qui du jour au lendemain se met à cuisiner tout seul des choses qu'on n'a jamais vues, ou alors sans viande, parce que la viande c'est l'apport de protéines pour les muscles, et du jour au lendemain on voit des aliments disparaître. On se rend pas compte des nouveaux qui arrivent, on se rend plus compte de ceux qui disparaissent. Donc forcément un peu certains biais cognitifs qui engendrent un peu certaines réticences. Même encore aujourd'hui, ça fait 6 ans, et même encore auprès de ma famille, il y a beaucoup de gens auprès de qui je dois encore me justifier et expliquer 6 ans après le pourquoi du comment. Donc on doit t'apporter une assiette différente quand on se réunit dans ta famille pour que tu puisses être à table. Je ramène mon assiette moi-même. Parce que il y a aussi tout cet aspect social. Les véganes sont déjà assez vus comme des gens qui imposent beaucoup de choses. J'ai pas non plus envie d'embêter tout le monde. Et puis j'ai aussi envie de manger correctement, parce que si je vais dans un repas de famille et puis que je dis que je suis végane, on va juste me dire les véganes c'est ceux qui mangent pas, et puis je vais me retrouver avec une assiette de pâtes au sel et une assiette de pommes de terre avec de la salade, quoi. Donc c'est aussi pour avoir mon alimentation équilibrée que j'anticipe énormément toutes mes sorties. Est-ce que la barbe et les cheveux, c'est né avec le côté vegan, ou est-ce que tu les avais déjà avant? Est-ce que ça participe à ce changement, entre guillemets, dans ta personnalité, dans ta façon de voir les choses? C'est vrai qu'il y a un petit peu ce côté un peu hipster, bobo vegan, cheveux longs, barbu, qui fait des chignons. Je vais pas le cacher, je suis clairement dans le cliché. Alors la barbe, elle est venue au lycée. Ma première copine qui m'a dit que ça m'irait bien, et puis le bouc, la moustache, les pattes, la barbe, et puis petit à petit tout. J'ai laissé tout pousser jusqu'à avoir la barbe complète. Et les cheveux, ça arrivait à Taïwan quand j'ai vu mes collègues revenir avec des coupes désastreuses. Je me suis dit je vais attendre de rentrer en France, et puis au bout d'1 an je pouvais attacher mes cheveux, et puis je me suis dit c'est cool, si je peux les attacher, ça me va bien. Et puis il y a tout qui s'est un petit peu accumulé. Je suis arrivé avec la barbe, je suis reparti vegan et avec des cheveux longs. Donc tes parents n'ont pas dû te reconnaître en venant te chercher à l'aéroport, en se demandant mais qui est cet individu qui se présente à nous et qui ose nous dire que c'est notre fils?
Ouais, c'est ça. Je suis parti en mangeant de la viande et avec des cheveux courts et je suis revenu vegan avec 30 centimètres de cheveux en plus. Mon frère, ma sœur, mes parents, ils sont tous venus me rechercher à l'aéroport. Pas parce que je leur avais manqué, mais juste pour voir à quoi je ressemblais. Par rapport à cette alimentation nouvelle que tu expérimentes depuis donc ton voyage à Taïwan, Ouais. est-ce qu'il y a des aliments qui te manquent aujourd'hui? Des aliments où tu te Alors, dis, bah, je peux plus les consommer, mais ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais intégrer quand même dans mon alimentation parce que c'est quand même difficile de s'en passer. Ou est-ce que tu as trouvé peut-être des substituts pour ouais. contrer un petit peu ces produits manquants? Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de substituts, bah, on réapprend à cuisiner, hein, concrètement. En termes d'aliments bruts, j'ai aucun manque parce que, pardon, j'ai pas considéré ça comme une frustration, comme un abandon de quelque chose que j'aime et que du jour au lendemain j'ai décidé de me passer. Et j'ai compris que c'était dans l'intérêt des animaux de que j'arrête de consommer ces choses-là. Donc par exemple, quand je vois une pâtisserie, bah, si je sais qu'il y a un œuf dedans, bah, je sais que cette pâtisserie a engendré une souffrance, une exploitation, voilà, à plus ou moins long terme, hein. Bien sûr, c'est pas l'œuf qui va tuer la poule directement, mais ça fait partie d'un système qui me déplaît et que je considère comme immoral aujourd'hui. Et du coup, je verrai plus cette exploitation des animaux que vraiment la pâtisserie appétissante. Donc après, forcément, bah, ça demande beaucoup de créativité, beaucoup de renseignements. On apprend à remplacer les œufs, bah, le lait, bon, bah, maintenant avec tous les laits végétaux qui sont disponibles, les œufs, comment est-ce qu'on ajoute du liant, euh, dans Qu'est-ce que tu utilises d'ailleurs? Parce que si tu veux faire des crêpes, j'en ai fait hier avec mes enfants, bah, c'est tout de suite les œufs vers lesquels on se ouais, tourne, le lait. Donc, faire une pâte à crêpes sans lait, sans œufs, ouais. qu'est-ce que tu mets? Farine, maïzena, huile, lait, et puis c'est tout. Et du sucre vanillé. Du beurre, par exemple, parce que ça, c'est un aliment aussi de base. Tu le remplaces par quoi? Il y a Ces huiles de coco, des choses comme il y a les ça? beurres végétaux. Après, je cuisine à l'huile d'olive. Dans les pâtisseries, l'huile de coco tient bien. L'huile de coco a cette propriété de se solidifier quand elle refroidit. Donc du coup, si on a des choses qui doivent tenir au frais, par exemple des gâteaux, des cheesecakes, des mousses au chocolat, toutes ces choses-là, ça tiendra bien avec un peu d'huile de coco dedans. Après, en général, oui, la compote de pommes pour des recettes sucrées, ça passe bien. Les bananes, ça fonctionne bien aussi. Tu le disais, tu as dû te mettre donc derrière les fourneaux. Ça, c'est Ouais, quelque chose que tu ne faisais pas du tout avant. Enfin, tu du tout. n'étais pas, on va dire, intéressé par cette pièce de la maison composée Voilà. de fourneaux, de casseroles. Là aussi, peut-être que ta maman elle s'est dit, bah, il y a du positif. Je le vois un petit peu plus dans la cuisine. Oui, c'est ça. Bah avant, j'étais le lycéen qui se contentait de rester dans sa chambre et puis de descendre quand maman criait à table. Maintenant, c'est moi qui cuisine. Je cuisine beaucoup. J'ai appris à cuisiner. J'ai appris à aimer cuisiner. Je cuisine énormément. Tout un tas de d'épices, de produits dont j'avais pas connaissance avant. Et puis le fait d'être parti aussi à Taïwan m'a apporté beaucoup de connaissances nouvelles sur la cuisine, des nouveaux aliments. Voilà, toutes les bêtises sucrées qu'on peut retrouver, les bubble tea, les mochi, les pad thai, toutes ces choses-là que j'ai découvert en Asie, toutes les nouilles possibles et imaginables. Du coup, ça m'a aussi aidé à développer ma créativité en cuisine. Donc, vegan, ça ne veut pas dire alimentation austère. On ne boit pas que du soja et on ne mange pas que du tofu. Non, le soja et le tofu, c'est un peu en fait le soja, c'est un aliment qui est très nutritif, qui est très nourrissant, qui est très complet. Euh, et du coup, il a très mauvaise presse parce qu'il fait peur, du coup, à toute cette industrie de la viande qui a peur de se faire remplacer du jour au lendemain. Et c'est un aliment qui est pas cher. Donc tous les dérivés à base de soja, de tofu, toutes ces choses-là, on peut les trouver pas chers.
c'est cher, on va pas se mentir. Mais il y a certaines alternatives dans certains magasins qui justement cassent les prix sur ces produits-là. Et c'est un peu la solution de facilité, on va pas se mentir. On prend une galette, on l'ouvre, on la met sur la poêle, 5 minutes de chaque côté. Puis forcément, c'est nourrissant, c'est facile à faire. Donc, mais après, forcément, on peut, c'est comme tout, hein, on peut manger pas de jambon, c'est pas très appétissant, c'est pas très varié. Donc, que ce soit carné ou végétal, ça dépend de la motivation du cuisinier et du budget alloué. Bah, on reviendra sur cette histoire de budget parce que Ouais. ma question était de savoir si ça coûtait beaucoup plus cher. Mais avant cela, je voulais savoir, tu parlais tout à l'heure de protéines. On dit, pour quelqu'un comme toi qui est sportif, il faut nourrir le muscle et les muscles, ben, bien souvent, c'est par la protéine donc animale que l'on va les alimenter. C'est ça. Quels sont finalement aujourd'hui, toi, tes substituts dont on parlait tout à l'heure pour remplacer ces protéines animales par des protéines végétales? Est-ce qu'on trouve les mêmes qualités nutritives dans les végétaux? Et quels sont les aliments concrètement que tu utilises en complément, en substitution? Fini les côtes de bœuf, les barbecues et toutes ces choses-là. C'est peut-être pas toujours simple d'ailleurs pendant l'été de voir les camarades manger ces aliments quand toi tu as donc ton propre plat avec toi. Ouais, après pour ce qui est des barbecues l'été, c'est vrai que par rapport à certaines personnes, ça va être très excluant. On va tout de suite voir entre guillemets qui sont les vrais amis, qui se dira les yeux dans les yeux, bah non, ça m'embête que tu sois là parce que moi le barbecue c'est la viande. Et puis les vrais copains qui diront bah vas-y, on te garde le barbecue et puis tu passes premier et puis tu fais cuire tes saucisses dans ton coin et puis on mange tous ensemble après. Mais la première chose qu'on apprend justement par rapport aux protéines dans l'alimentation végétale, c'est que en soi le corps est pas capable de digérer les protéines. Donc, quand on découvre un petit peu l'alimentation, quand on creuse un petit peu, on apprend qu'il faut varier ses sources de protéines justement pour avoir les acides aminés qui sont les constituants des protéines. Et ces acides aminés, il y en a un certain nombre. Après, on va pas rentrer non plus dans la nutrition de pointe, mais la première chose qu'on apprend, c'est que pour avoir tous les acides aminés, les protéines du coup complètes, le meilleur rapport, les meilleures sources en diversité, ça sera une association céréales-légumineuses. Donc les céréales possèdent à peu près 50% des acides aminés essentiels et les légumineuses les 50% restants. Donc ça va être par exemple riz lentilles. Voilà, un curry de riz lentilles. Il va y avoir tous les acides aminés nécessaires pour les muscles et toutes les protéines. Ça peut être pâtes, une galette de haricots rouges, ça peut être spaghetti bolognaise végétale comme on peut trouver assez facilement. Voilà, ça va être principalement et surtout pour le sport parce que ça apporte les céréales, ça apporte aussi beaucoup de glucides. Donc 90% de mon alimentation c'est céréales légumineuses. Justement, dans cette alimentation pour le sportif, on voit souvent des gens qui entament une transformation et une démarche vers l'alimentation végane, mais on constate des carences. Est-ce que tu as constaté ce genre de choses, carence par exemple en fer parce que l'alimentation n'est pas suffisamment riche? C'est peut-être difficile aussi de nos jours par rapport à des aliments qui seraient des aliments bruts tels que les fruits, les légumes. On sait qu'ils ont quand même pas mal perdu en vitamines, en nutriments. Où est-ce que tu fais tes courses pour avoir justement les bons aliments avec des teneurs quand même en vitamines, en oligo-éléments, en minéraux qui soient suffisantes pour ne pas avoir des carences que tu as peut-être connues? Alors, au magasin, comme tout le monde, c'est beaucoup de renseignements en amont sur comment est-ce qu'on remplace et par quoi est-ce qu'on remplace. Donc, les aliments, ça va être tout ce qui est donc principalement légumineuses, lentilles, pois chiches, haricots rouges, flageolets, petits pois, tous les dérivés de soja, tofu, tempeh, saucisses, galettes, steaks. Toutes ces choses-là. Sinon, de la même manière que tout le monde à Carrefour, quand il y a un peu le repas de la flemme, il y a toujours un steak ou une escalope végétale
qui traîne quelque part ou une boîte de nuggets de blé dans le frigo. Mais ça demande surtout les connaissances en amont. Après, en aval, une fois dans les magasins, c'est assez facile. On se débrouille facilement. Si quelqu'un, par exemple, voulait transformer son alimentation, bah, je lui dirais, avant de se lancer, de se renseigner. Voilà, on n'est pas dans entre guillemets, c'est un combat de longue haleine, donc je sais bien que c'est pas en arrêtant tous les produits animaux du jour au lendemain que tout va s'arrêter pour tous les animaux sur Terre. Donc, il y a beaucoup de programmes de transition. Par exemple, le L214 en fait un sur 3 semaines. Donc justement, les 3 semaines, c'est le cycle de régénération du système digestif. Donc que moi j'ai passé à l'accélérer, pas forcément pour le meilleur. Donc il y a beaucoup de plans de transition douce entre guillemets pour nous, forcément, pour les animaux c'est pas pareil. Mais ouais, c'est beaucoup un peu de documentation. J'ai toujours été ouvert avec qui que ce soit. Si quelqu'un veut transformer son alimentation, eh ben, il peut me contacter. On se pose une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, tout dépend du temps que la personne a à consacrer pour avoir les connaissances de base ou un peu plus approfondies. Ou si la personne adore faire la cuisine, et dans ce cas-là, on peut parler toute une après-midi de cuisine végétale, il n'y a aucun problème. Est-ce que ça coûte plus cher ? Quand tu regardes ton panier, quand tu sors du magasin, est-ce qu'il y a quand même un surcoût à consommer, donc de façon végane ? Ouais. Le surcoût, il sera dans les produits transformés. Donc les produits bruts, céréales, légumineuses, haricots, le paquet de pâtes, ça reste le paquet de pâtes, hein, la boîte de lentilles, ça reste la boîte de lentilles. Mais il y a un surcoût qui est pas négligeable sur tous les produits transformés, donc tous les steaks de soja, toutes les galettes, toutes ces choses-là qui sont plus chères, on va pas se mentir, parce que les chaînes de production sont pas forcément au même endroit, produisent pas dans les mêmes quantités, produisent pas avec les mêmes développements technologiques et industriels, donc forcément tous ces produits-là sont plus chers. Mais il y a certaines enseignes, comme je disais tout à l'heure, qui essayent un peu de casser les prix. Sinon, il y a toujours les magasins de déstockage alimentaire qui récupèrent ces invendus hors de prix pour les remettre à des prix corrects. Est-ce qu'il n'y a pas un effet de mode, François, avec les industriels qui ont bien flairé justement ce filon de l'alimentation végane ? Je voyais pas plus tard que la semaine dernière une entreprise qui développait un steak végétal, mais avec l'apparence d'une pièce de boucher, avec les saveurs qui étaient reconstituées, avec, je crois, à l'intérieur du jus de betterave pour donner l'apparence du sang. Est-ce que c'est des aliments qui t'attirent ou tu préfères partir des aliments bruts et de faire toi-même ta propre assiette avec ces aliments qui sont des aliments pour toi de base ? Alors, le goût de la viande en soi me dérange pas. Je vais pas dire du jour au lendemain c'est un aliment que je déteste, qui est pas bon. Voilà, c'est un aliment qui représente beaucoup de souffrance, mais qui gustativement est bon. On va pas se mentir. Un steak c'est bon, une côte de bœuf c'est bon. Oui, mais pour moi ça le justifie pas. Donc s'il y a les moyens de recréer toutes ces saveurs et ces odeurs, c'est un débat, hein. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, même au sein des véganes, c'est pas une question qui fait l'unanimité. Moi, à titre personnel, les odeurs et les saveurs me dérangent pas. Après, j'avoue que les textures et le visuel, parfois, par exemple, recréer le sang, c'est quelque chose qui va un petit peu me déranger, parce que le sang, c'est quand même littéralement le sang de l'animal, quand même que nous, on considère comme un acte violent pour les animaux, qu'on essaye de recréer. Donc, il y a toujours cette question qui est pas réglée, hein, qui est propre à chacune, de où est-ce qu'on met le curseur dans la recréation, la restructuration de ces produits qui, au départ, viennent du corps des animaux. Et une alternative intermédiaire, toi, le côté flexivore, ça t'a jamais tenté pour aller faire un premier pas, mais sans abandonner totalement ?
je vais arrêter d'employer ce mot radical parce qu'on va me prendre pour quelqu'un que je ne suis pas, mais tu n'as pas littéralement voulu justement conserver cette alimentation, on va dire, carnée. Ouais, bah comme je disais tout à l'heure en intro, le mot en soi radical me dérange pas parce que pour moi c'est un problème qui est à prendre à la racine. Après il y a radical de la racine et le radicalisme politique comme on l'entend de manière grand public. Donc pour moi c'est un problème qui est plus profond et pour moi flexitarien, bah déjà c'est un terme qui a été inventé par les industries de la viande justement pour promouvoir derrière l'industrie de la viande dite entre guillemets de meilleure qualité. Mais pour moi, il n'y a pas de bonne qualité dans l'animal qu'on va tuer. Donc pour moi, c'est pour ça que j'ai pas de problème à dire que le véganisme c'est un problème radical parce que c'est quoi la finalité de la démarche? Est-ce que c'est une démarche qui est faite pour soi, pour se sentir plus en accord avec des nouvelles valeurs qu'on développe au fur et à mesure? Est-ce que c'est quelque chose un fil conducteur où on voit où ça mène? Est-ce que c'est une étape de transition vers quelque chose après? Voilà, c'est ça, c'est quel est le point de départ, quel est le point d'arrivée? Voilà, est-ce que c'est des étiquettes qui sont temporaires? Est-ce que c'est des étiquettes qui sont permanentes? Est-ce qu'on fait ça pour soi? Est-ce qu'on fait ça pour les animaux? Et de fil en aiguille, où est-ce qu'on va, quoi? Surtout ça, savoir où est-ce qu'on va. Toi, où tu vas, bah, tu vas vers de belles performances. Alors, est-ce qu'il y a vraiment un lien entre cette alimentation végane et les chronos que tu affiches aujourd'hui? Pour les citer, à Lille, donc sur 10 km, 31 minutes et 29 secondes, soit une allure de 3,09. Et sur les derniers championnats de France de semi-marathon, où tu as brillamment terminé 50e, c'est 1h09 et 31 secondes. Est-ce que ces chronos-là, c'est lié à ce qu'il y a dans ton assiette? Alors, les chronos-là, ils sont surtout liés à ce qu'on fait avec le coach depuis un an. Je vais pas mentir, j'avais déjà un bon potentiel en course à pied. J'ai une progression qui est assez linéaire. Sur 10 km, je gagne 1 minute par an depuis 7 ans. Ça fait 7 ans que je cours. J'ai fait 10 km en 37, 36, 35, 34, 33, 32 et cette année 31. Donc avant d'être vegan, j'avais déjà une bonne courbe de progression. L'alimentation végétale en complément de la course à pied, certains le ressentiront, d'autres pas. Moi j'ai pas spécialement changé mon alimentation, je l'ai plus adapté. Je me suis pas mis à manger énormément de fruits du jour au lendemain, ou énormément de légumes, ou manger cru, ou faire des jeûnes intermittents. Voilà, j'ai gardé mon alimentation classique et j'ai juste apporté les mêmes nutriments, les mêmes quantités de voilà, je vais pas manger plus de céréales, je vais pas manger plus de fruits, pas plus de voilà, j'ai juste transformé mon alimentation sans comment dire, j'ai transformé les aliments plus que les nutriments. En termes d'impact, ce que je disais, certains vont le ressentir, d'autres pas. Moi, je le ressens plus sur la récupération. Avec une bonne hydratation et beaucoup de fibres, j'ai beaucoup moins de courbatures qu'avant. Sur mon SMI, j'ai quasiment aucune courbature le lendemain. À peine les jambes lourdes. Le lendemain, j'ai fait 40 minutes de décrassage et puis ça s'est très bien passé. Sur le 10 km, pareil, rien dans les jambes, tout roule, quoi. Ce que tu me disais en off, tu avais déjà un très bon niveau. Tu as voulu abandonner les courses au saucisson, mais ça se comprend, vu que tu as basculé sur ce côté vegan. Trêve de plaisanterie, tu voulais franchir un palier, franchir un niveau, et en cela, l'alimentation végane n'a pas été un frein. Ce que je te disais tout à l'heure, on constate parfois des carences. Certains sont obligés de prendre des compléments alimentaires, peut-être de la spiruline qui apporte donc ces nutriments-là. Est-ce que, en dehors de ton alimentation, tu as recours à cette supplémentation pour d'autres nutriments que ton alimentation ne te fournirait pas? Alors, le seul nutriment qu'on retrouverait pas à l'état naturel, c'est la vitamine B12.
Donc à part un complément de vitamine B12 que je prends tous les matins au petit déjeuner, hein, une sorte de des petits bonbons. Voilà, tous les matins je prends mon petit bonbon au cassis ou à l'orange. Non, sinon j'ai pas de supplémentation. Je fais 2 prises de sang par an pour m'assurer que tout aille bien dans le bon sens. Voilà, la Sécu rembourse 2 prises de sang sans sans prescription médicale. Donc vegan ou pas, hein, si vous voulez faire un bilan de santé, vous pouvez aller voir votre médecin et dire je veux faire un check-up. Vous y avez le droit. Mais non, j'ai pas de supplémentation. Je prends des protéines en poudre de temps en temps, plus quand mon alimentation a été déséquilibrée ou quand j'ai fait une grosse compétition comme n'importe quel entre guillemets athlète de mon niveau. Voilà, au bout d'un moment, quand on se fait des grosses séances et puis qu'on va avoir un apport de protéines rapide et facilement assimilable, il y a toujours le shaker de protéines qui est facile sous la main. Alors toi, ça, j'avais testé les protéines végétales et je trouvais que la texture était pas très appétissante. C'était farineux. Alors je sais pas si c'était pas avec à base de pépins de courge. Pois, riz, courge. Voilà. Ouais. Les farines végétales sont très farineuses. Et en coût relativement importante, je trouvais. Donc c'est ça. C'est plus cher, les process de fabrication, les aliments aussi selon ce qu'on veut transformer en protéines. Forcément, hein, pour du lait, ça coûtera toujours moins cher à produire que des courges, du riz. En termes de lait, tu les fais toi-même? Enfin, lait d'amande, les laits végétaux, ou tu passes quand même par des achats avec des produits déjà un petit peu transformés? Ouais, j'ai de quoi le faire. J'ai un mixeur, j'ai un filtre exprès pour ça. Ça coûte beaucoup moins cher d'ailleurs de le faire soi-même. Par exemple, faire du lait d'avoine. Voilà, c'est 100 grammes d'avoine, 1 litre d'eau. 100 grammes d'avoine, c'est 15 ou 20 centimes, même en bio, en vrac, ça coûte pas cher du tout. Et puis, ça fait 1 litre de lait pour 25 centimes à tout casser. Et sinon, toujours la bouteille au magasin qui est déjà prête et qui a juste à être ouverte, quoi. Si on part du petit déjeuner, François, jusqu'au au coucher, qu'est-ce que tu mets dans ton assiette et est-ce qu'en fonction donc de tes jours d'entraînement, ton alimentation va différer? Est-ce que si un jour tu as une grosse séance, peut-être à allure spécifique, tu vas augmenter certains nutriments, donc une assiette qui sera différente d'un jour off où tu auras peut-être moins besoin d'apport? Comment tu organises, là, si tu faisais justement ce petit cours d'une demi-heure, de quoi se compose ton assiette? Alors, mon assiette, le matin, je suis resté un enfant, le bol de lait avec les céréales, ou alors le bol de lait avec des flocons d'avoine, qui sont plus nutritifs que des céréales blindées de sucre. À midi, ça peut être un chili végétal avec riz, haricots rouges, maïs, poivron, comme un chili con carne, mais il n'y a pas besoin de viande parce que les haricots rouges, justement, avec l'association des céréales, apportent tous les acides aminés pour avoir des protéines complètes. Ou alors, il y a toujours des fois de la viande végétale, souvent à base de soja, c'est ce qui coûte le moins cher à produire à l'heure actuelle. Voilà, avec quelques légumes. À 4 heures, ça peut être un paquet de biscuits, ça peut être encore avec un bol de lait, ça peut être ou alors du pain avec un peu de confiture. Et puis le soir, souvent je mange un peu plus léger. Ça peut être des pâtes avec un steak végétal, parce que le soir j'ai pas spécialement envie de cuisiner, ou alors je cuisine bien mais je cuisine pour le lendemain et je prends mon tupperware et puis au travail je mange les restants je fais 2 portions, quoi, une pour la veille et une pour le lendemain. Donc tu ne manges pas à la cantine? Non, on n'a pas de cantine à notre travail. On n'a pas de cantine, on a un centre de formation.
Donc on vient avec notre petit Tupperware. Et quand j'ai des grosses séances, bah oui, bah il peut y avoir, comme je disais, un shaker de protéines dans le sac. Il peut y avoir, je veillerai plus à manger par rapport à l'heure de la séance pour éventuellement pas avoir de problème de digestion. J'en ai jamais eu, mais on m'a toujours dit d'espacer un petit peu mes repas par rapport aux heures d'entraînement. Donc avant, je pouvais manger une demi-heure, trois quarts d'heure avant et courir avec le ventre plein, ça me dérangeait pas. Mais j'avoue que je me sens plus confortable depuis que je fais attention à manger maximum, enfin minimum du coup. Faut pas qu'il y ait moins de 2 heures. Je sais que s'il y a moins de 2 heures avant mon entraînement ou ma course, ça risque d'être compliqué. Ça peut être un risque à prendre inutile. Mais est-ce que, à l'image d'un Novak Djokovic qui disait avoir éliminé tout gluten de son alimentation et être devenu performant, le fait d'être vegan, pour toi, ça nécessite de mettre de bons aliments dans ton assiette et donc derrière d'apporter à ton corps peut-être un carburant de meilleure qualité et donc de performer? Est-ce que c'est un cheminement que tu valides ou est-ce que tu le vois pas forcément comme cela parce que, tu le disais, tu avais déjà un niveau qui affichait de très bonnes performances et c'est le travail qui t'a permis aujourd'hui de descendre drastiquement ces chronos? Non, moi je l'ai pris uniquement du côté éthique. Le côté sportif, je m'en suis pas du tout inquiété. Je savais que si je faisais ça bien, il n'y allait pas y avoir de problème et j'ai pas spécialement utilisé mes chronos pour populariser ou pour développer mon alimentation et mon style de vie. Je porte le t-shirt Vegan Runner plus comme un étendard de c'est une culture qui est possible plus que comme c'est la solution miracle qui vous fera avoir vos meilleurs chronos. Après pour ce qui est de Djokovic avec le gluten, oui, le gluten avec les blés à l'heure actuelle qui sont de plus en plus petits, plus en plus courts, le gluten, donc la protéine du blé, est beaucoup plus difficile à digérer. Donc il y a beaucoup plus de personnes qui sont intolérantes au gluten parce que leur système digestif ne leur permet plus de digérer le gluten. Mais de faire attention tout simplement à ce que l'on met dans son assiette, c'est déjà mettre de côté des mauvais aliments qui peuvent peut-être entraîner des tendinites, des blessures, des lésions musculaires. Ça, tu ne l'as pas connu avec donc cette nouvelle alimentation en éliminant toutes les protéines animales. Est-ce que tu as ressenti, tu le disais, pas forcément un confort, mais peut-être de mettre de côté ces lésions auxquelles le coureur est quand même sujet? J'ai pas spécialement de souvenirs par rapport à ça. Je sais qu'au début, quand je courais, j'avais beaucoup de tendinite, mais c'était plus par rapport à ma façon de pratiquer la course que par rapport à mon alimentation. Sinon, non, j'ai pas de référence particulière en termes d'aliments qui auraient des propriétés inflammatoires ou à l'inverse anti-inflammatoires. Par rapport justement à ces chronos que tu affiches, tu le disais, avoir pratiqué donc pendant de longues années le badminton, ensuite une révélation avec la course à pied, donc tu affichais déjà des performances qui étaient très honorables, voire très bonnes, et tu as eu envie de basculer en club. Comment ça s'est fait? Là aussi, ça a été on-off du jour au lendemain, ou est-ce que ça a mûri dans ton esprit pour franchir et passer un nouveau palier? Ouais, c'est ça, ça a mûri. En fait, ma première saison, ma première course, je l'ai faite justement dans la ville de mon club, organisée par ce qui aura été mon futur club 7 ans après. Jolie, belle image. Conditions drastiques, épouvantables, la pluie, le vent. Mais l'ambiance m'a complètement plu. Et puis j'ai découvert un monde, j'ai découvert un univers, un sport où les loisirs pouvaient se mêler aux meilleurs. Et où il n'y avait pas où tout le monde se mélangeait et puis et où tout le monde courait les uns avec les autres plus que les uns contre les autres. Donc il y a côté compétitif mais très communautaire aussi dans la course à pied. Et je m'y suis mis et en 6 mois de temps, je suis passé de 43-45 minutes sur 10 km à 37.
Et je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Et puis 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, tous les ans j'ai enlevé une minute. Après, il y a eu le fait d'être parti à Taïwan, d'être revenu, d'être reparti, qui m'a empêché de me poser vraiment dans un club. Et puis en arrivant à 33 minutes aux 10 km en off, au chrono, 34 minutes en officiel, 33 minutes l'année d'après en off. Je me suis dit bon, il y a quand même quelque chose à faire. Et puis à la fin de cette année des 33 minutes, je me suis dit bon, je peux plus continuer à progresser tout seul. Il faut que je sois encadré. J'ai eu beaucoup de clubs qui sont venus me solliciter parce que forcément, quand on voit quelqu'un qui revient de manière régulière, récurrente sur les courses et qui à chaque 10 kilomètres tous les 2 ou 3 mois, il enlève 15 secondes et puis on voit le nom qui revient de plus en plus haut dans le classement. Donc je vais pas mentir, je me suis fait démarcher par plusieurs clubs. Je me suis dit bon bah pourquoi pas aller à l'Artois Athlétisme à Bruay-la-Bussière. Et puis ça s'est très bien passé. J'ai découvert un groupe, une ambiance, un coach qui gère parfaitement bien individuellement ses athlètes, un suivi dans l'année. Et c'est justement ce potentiel mélangé avec ce suivi qui a fait complètement mouche. Et j'ai remis encore un coup d'accélérateur à une courbe de croissance qui était déjà bien pentue. Mais avant d'intégrer ce club, tu étais autodidacte. C'est toi-même qui réalisais tes séances, tes plans, avec quand même une construction, une progression qui serait finalement, les séquences, les séances, mais quelque chose de filant sur une année, ou est-ce que tu composais un petit peu à l'envie en fonction de tes sensations? J'ai essayé pendant un moment de me faire un programme sur 3 semaines, un mois, et même sur 3 semaines, un mois, je l'ai vu que en structurant mes entraînements, je progressais beaucoup plus vite que je progressais à l'accoutumée. Mais sinon, non, avant c'était j'ai pas fait de fractionné cette semaine, on va faire un fractionné. J'ai pas fait de sortie longue depuis 3 semaines, on va aller faire un tour, on va aller faire 17-18 kilomètres. C'était plus un petit peu par-ci, un petit peu par-là, on saupoudre un peu de fractionné, un peu de long, un peu de court. Et donc aujourd'hui, de quoi se compose ta semaine avec cet entraîneur qui t'a pris en main et qui t'a fait donc franchir un palier? C'est sans doute beaucoup plus difficile de passer aujourd'hui de 33 à 31 que de passer de 43 à 37. C'est ça. Alors je peux retrouver mon plan. Ma plus grosse semaine de charge d'entraînement avant les championnats de France. Donc on avait 8 entraînements dans la semaine. Je borne pas énormément. Ma plus grosse semaine, c'est 104 kilomètres. Donc pour quelqu'un qui fait une prépa semi-marathon, 100 kilomètres, c'est un peu entre guillemets, le strict minimum quand on va être sérieux. Avant de courir en club, je bornais pas énormément, peut-être 40, 50 kilomètres semaine. Et du coup, on a monté cette charge d'entraînement, mais j'ai ce métabolisme qui est préparé pour pouvoir performer avec peu de kilomètres. Donc, je cours pas énormément en termes de volume, mais ma plus grosse semaine, c'était 8 entraînements pour 104 kilomètres. Donc, lundi, 2 footings. Matin, footing endurance fondamentale, après-midi, footing et PPG. Le mardi, une séance piste avec 10 fois 600 et derrière 2 fois 1500 allure semi. Mercredi, footing endurance fondamentale renforcement. Le jeudi, 45 minutes et 10 lignes droites pour décrasser les jambes. Le vendredi, sortie longue, footing 1h30 dont 2 fois 20 minutes à allure semi. Donc on avait tourné à 3,19 et 3,18. Le samedi, footing abdos-gainage et le dimanche, footing tranquille 1h15. Footing actif 1h15. Et ça faisait 104 km pour 8 entraînements. La notion de footing, elle revient quand même régulièrement. Il y a quand même beaucoup de séances en endurance. Ouais, il y a une bonne base de séances en endurance. En général, on est sur 3 footings par semaine.
Il y a de la PPG, donc la PPG se prépare avec un footing de 35 minutes en amont. Donc il y a environ 3 footings par semaine. Selon si on travaille le court ou le long, il va y avoir une séance ou deux de piste. Donc moi c'était une séance piste et une séance sortie longue avec allure spécifique. Et puis un peu de renfort. Et puis mis bout à bout, ça fait 6 à 7 entraînements dans la semaine. Donc ça représente quand même du temps à consacrer à son entraînement, mais avec un cadre et un objectif. Est-ce qu'il te faut cet objectif pour aller te faire mal sur la piste ou sortir, quelles que soient les conditions météo? Est-ce que c'est ça qui te guide? J'ai toujours ça fait peut-être 7 ans que je cours et je suis toujours aussi foufou dans ma tête en me disant je continue de progresser, c'est génial. Avec le coach, on a un peu discuté, un peu fait de prépa, pas de la prépa mentale, mais il m'a bien fait comprendre que la progression linéaire, elle est pas infinie. Hein, on va pas enlever une minute tous les ans pendant 30 ans, hein, parce que sinon ça fait du 1 minute aux 10 km. Donc il y a un moment où les courbes vont se tasser. Donc pour l'instant, non, on continue et puis on voit où ça mène. Et justement, comme j'ai cette courbe de progression qui pour l'instant fléchit pas, on n'a pas d'objectif de chrono, plus des objectifs en termes de course. Donc on va préparer une saison estivale, on va préparer là j'ai fait saison estivale, j'ai fait du foncier. Là on part sur une saison hivernale de vitesse. Le but ça va être d'arriver en janvier avec un bloc de vitesse pour le reconvertir en endurance, comme ça a été le cas pendant ma prépa semi. Donc en sortie de printemps, la vitesse l'été on l'a convertie en durée. Là on va refaire pareil. En hiver on va faire la vitesse qu'on va reconvertir en durée au printemps. Donc on voit plus en termes d'objectifs à long terme et de plans plutôt qu'en termes de chrono. Et j'ai un coach qui est pas très regardant en termes de chrono, plus en termes de sensation. Je travaille beaucoup à la sensation, au cardio. Si les 400, on les fait le plan c'est en 1,6 et puis si voilà on a une journée où on a beaucoup travaillé, où on est fatigué, on a mal dormi, on a mal mangé, on a tous nos problèmes perso, et si la séance les 400 on les fait en 1,8 au lieu de 1,6, on les fera en 1,8 au lieu de 1,6. L'objectif ça va pas être de faire 31-30 aux 10 km, même si pour moi c'était l'objectif. Le coach voulait pas me donner d'allure cible, donc là on est parti sur une fourchette d'allure. Il m'a dit fais sur une fourchette d'allure, et après les courses il vient me voir, il me dit voilà, pour ta course je t'imaginais courir entre autant et autant à telle allure, mais jamais de conditionnement propre au chrono et à l'allure. Ce qui évite de se mettre trop la pression finalement. Ouais, tu aussi. sais que tu as tes sensations qui peuvent varier du jour au lendemain et tu composes avec cela. Donc ceinture cardio ou cardio au poignet? Ouais, ceinture cardio. Le coach travaille beaucoup les relevés cardio. Alors moi c'est pas compliqué, mes relevés cardio sur mes courses, ils sont tout plats. Au bout de 2 minutes, je suis à FC max et puis je vais tourner à FC max pendant toute la course. Alors si on prend le mauvais calcul 220 moins l'âge, ta fréquence cardiaque maximale elle est à combien? Alors on l'a recalculé parce que j'ai fait toute ma spé, toute ma préparation semi avec un objectif en cardio de 169, 170, 172 battements par minute, donc ce qui est assez faible. Et puis le jour du semi, j'ai fini à 186, je crois, quelque chose comme ça. Donc j'étais à 182 de moyenne et 186 en max. Donc on a relevé un petit peu les zones cardiaques. Là ma SV2, donc mon seuil max, il est à 184. Donc à partir de 184, je suis dans le rouge. Voilà, 184 c'est mon rouge et le maximum, j'ai eu 192 sur mon 10 km. Alors c'est vrai que ça
ça fait débat quand même parce que utiliser le cardio, ça va dépendre quand même des sensations du jour. Faut pas être trop regardant sur les allures et vouloir tourner à la seconde près. Là, c'est C'est un petit ça. peu moins facile, mais ce qui te permet peut-être de te détacher un peu plus facilement du chrono et de dire, bon, je sais que je suis dans cette allure-là et cette allure-là, ben, c'est ce que je dois faire en semi, ce que je dois faire aux 10 kilomètres, même si aux 10 kilomètres, bah, on part à fond et puis on reste à fond et ça tient sur toute la distance. Mais ça permet peut-être de mieux te connaître. Est-ce que tu arrives, toi, à repérer justement ces différentes zones avec, je le rappelle, hein, seulement 1 an d'expérience avec ton coach, mais un passif quand même de plus de 7 années de course à pied? Ouais, les zones, on les ressent parce que comme le plan est beaucoup plus structuré, il y a des entraînements qui vont être plus récurrents. Donc, il y a des sensations qui vont être plus récurrentes selon les entraînements qui vont justement être plus récurrents. Donc, il y a certaines sensations qu'on retrouve assez vite d'une séance à l'autre. Euh, Après, savoir exactement à combien mon cardio tourne, ça on peut pas le deviner. Le coach le voit quand il nous tire sur la piste à vélo. Notre cardio est relié à son compteur et il voit notre cardio et il peut adapter justement en temps réel, selon nos conditions physiques de la journée, l'intensité. Souvent, il adapte vers le haut. Quand je lui dis non, on peut pas plus, il regarde le compteur cardio, il me fait t'es en train de récupérer, t'es à 140 pulses, t'es en train de me parler sur des 400 en 1,5, 1,6. On va aller plus vite. Tu fais tes 3000 en... Je me souviens, c'est la dernière grosse séance, c'était un 4 fois 2000. Et l'objectif, c'était de faire donc en allure 3,10, 3,5, 3,0 et moins de 3. Et les 3,10 très facile parce que c'était pas très loin de l'allure semi. Les 3,5 est déjà plus compliqué. Les 3,0, il y avait plus rien. Et il me fait comment tu te sens? Je fais je pourrais pas aller plus vite. Il regarde le cardio, il me fait chut. Et le dernier 2000, on a tourné à 2,57 de moyenne et il m'a aidé justement à me sortir de ma zone de confort. C'est ce que tu cherchais en faisant Ouais, appel à un coach, que ouais, quelqu'un puisse, de ce potentiel latent, tirer encore c'est ça. plus et De, te faire sortir de cette pas zone de confort, parce que quand on tourne à 33, je pense qu'on n'est pas dans le confort, non. mais de franchir ce palier que tu es capable d'atteindre aujourd'hui. Bah, il y avait aussi sortir de la zone de confort, c'est pas faux non plus parce que de moi-même, tout seul, en structurant mes entraînements moi-même un peu au feeling, au fur et à mesure, j'ai eu toujours un peu de mal à entre guillemets à me faire mal, à me vraiment sortir de ma zone de confort sur des fractionnés, à vraiment donner tout ce que j'ai. Quand je finissais même mes fractionnés, mes 30-30, des 45-45 ou des 1 minute, bah, j'avais jamais ce sentiment de j'ai tout donné. J'avais toujours ce frein psychologique et depuis qu'il y a le coach pour te crier dessus d'accélérer dans le dernier 200, de relancer, de mettre de la fréquence et de finir le dernier 150 à bloc sur ta séance où tu as déjà 6 ou voire 7 000 de volume et où tu te fais bah non, je peux pas. On vient de faire 6 000 de volume, je peux pas accélérer et le coach met un tout petit coup d'accélérateur sans que tu le remarques et puis il te dit viens me chercher, ralentis pas, alors que bah t'es pas en train de ralentir, t'es en train d'accélérer et il te conditionne pour que tu ailles le chercher et il t'encourage et il te crie dessus et clairement il me transcende, hein, je vais pas le mentir, je vais pas mentir. Être capable de finir un finish au sprint et puis finir un dernier 400 en, en, en 1,3, c'est quelque chose que jamais de la vie j'aurais pu imaginer il y a 1 an quand je faisais mes 400 en 1,12. Là, on me dit, tu vas faire 12 fois 400 et le dernier, tu le feras en 1,3. Ben, j'étais là. Non, il y a 1 an, j'étais à 1,12, je tournais à 20 à l'heure et j'étais au bout de ma vie et jamais je me serais vu euh, aller aussi loin et pouvoir me dépasser, pas aussi facilement, mais bah, que cette barrière psychologique du franchissement du dépassement de soi, je puisse l'atteindre comme ça. Et le travail avec le coach
c'est de très bonne qualité. Il est présent à tes côtés pour chacune des séances ou seulement pour des séances, on va dire, stratégiques, telles que celle sur piste ou celle à allure spécifique? Ouais, séance piste. Après, il demande souvent quand, voilà, on a forcément tous nos disponibilités. Quand il est pas là, il va venir demander. Alors, la séance, t'as fait quoi telle et telle zone. Il demande les relevés cardio, fréquence moyenne, fréquence max, les sensations, beaucoup. Mais après, sur toute la prépa, il a toujours été là sur toutes mes séances pistes. Et sur à peu près la moitié des sorties longues parce que lui commençait à retrouver un bon niveau et du coup il m'a accompagné sur pas mal de sorties longues. Et vous utilisez une application pour échanger, pour qu'il te mette le plan à disposition ou ça se fait par Google Drive. Google Drive? D'accord. Alors, par rapport au chrono, François, que tu as affiché sur cette année, est-ce que ça reste tes plus belles courses, ta plus belle saison avec cette 50e place au championnat de France de semi-marathon, ce 10 km donc en 31-29 et pas 30, hein, c'est 29. une seconde qui compte. Est-ce que ce sont tes plus belles courses ou est-ce qu'il y en a d'autres qui sont peut-être plus éloignées et qui ont été plus marquantes pour toi? En course marquante, oui, forcément, au-delà de l'aspect uniquement des performances, il y a le cadre. Forcément, le cadre, il y a des courses qui sont beaucoup plus affectives que d'autres. J'ai des souvenirs des marathons à Taipei avec énormément d'encouragement. L'ultra-marathon de Yangmingshan au nord de Taipei où je finis premier avec le record de la course et puis les encouragements et les félicitations de tout le monde. J'ai grimpé à Taipei 101. On a monté les 90 étages de la tour verticale, course verticale de 90 étages. Voilà, c'était très difficile mais très marquant. Et ces championnats de France, oui, de semi, mes premiers championnats de France sur route, donc forcément un affect particulier sur cette course-là. Et puis et les copains qui font la surprise de venir. D'un coup, j'entends les cornes de brume et, les trompettes là du Tour de France, et puis tout le monde qui crie et qui m'encourage. Donc ouais, j'ai au-delà de uniquement des chronos, mais mes plus belles courses, mes plus beaux souvenirs, c'est plus par rapport à l'environnement que vraiment d'avoir fini par terre. Par exemple là, 31-30, c'est mon meilleur chrono, mais je dirais pas que c'est ma meilleure course en termes d'affect. Voilà, c'est pas la plus belle course, c'est pas le plus beau parcours, c'est pas le plus beau cadre. Voilà, ma saison elle était déjà terminée et puis ça s'est fini sur un chrono parfait, mais je préfère davantage mon record sur ma position sur les championnats de France parce que ça aurait été mes premiers championnats de France avec le soutien de tout le club. Ce chrono sur semi-marathon, tu envisages de l'améliorer sur l'année 2023. Quels seront tes objectifs à venir, s'ils sont déjà fixés? Ils sont fixés. On les a fixés autour d'un verre dans un bar. C'était déjà prévu, mais on en a discuté après la course samedi. Donc là, je pars sur sur 10 jours de fausse coupure. Donc 3 jours de coupure, 1 jour de footing, 3 jours de coupure, 1 jour de footing. Et puis ensuite, je fais la saison de piste hivernale. Donc l'année dernière, j'étais sur les crosses. Là, je vais faire la piste. Les crosses seront faits plus à valeur de volume, sortie longue, un peu de travail de code, de puissance, dans l'objectif de préparer le chrono sur piste, donc un 3000 indoor. Donc pareil, sans objectif fixe de chrono, étant donné que le chrono sera établi au fur et à mesure de l'évolution de la préparation, et puis le chrono final sera décidé la semaine de la course ou la semaine avant la course. Donc derrière les crosses, comme je disais, pour faire travailler du volume et un peu de puissance, de variation d'allure.
en sortie de saison hivernale, donc toute cette accumulation de vitesse et de puissance, on va le convertir sur du long. Et l'idée, ce serait d'aller faire le 10 km à Valenciennes au mois d'avril 2023. Donc avec, entre-temps, les championnats de France de semi-marathon. Donc pareil, en conditionnement pour les 10 km. Donc s'il y a un nouveau chrono, il y a un nouveau chrono. S'il n'y a pas de nouveau chrono, il n'y a pas de nouveau chrono. On regarde le pourquoi du comment, on regarde ce qui a été, ce qui n'a pas été. Et en condition de course, qu'est-ce qu'on va adapter pour justement optimiser le 10 km à Valenciennes. Pour l'instant, pas de bascule sur la distance du marathon. Tu restes jusqu'au semi. Ouais, pour l'instant jusqu'au semi. Le marathon, oui, j'ai connu. J'ai fait de marathon, j'ai fait de l'ultra, je suis allé jusqu'à 68 km en distance. Mais on m'a dit de ralentir parce que j'étais jeune. Donc j'ai écouté la voix de la sagesse. Et puis de 60, 40, 30, 20, 10, 5. Et là, je me retrouve à faire du 3000 indoor cet hiver. Aussi à l'aise sur la route que sur la piste. C'est pas le même effort, par contre. Ah non, c'est pas le même effort. Mes premières compétitions sur piste, j'étais un peu tétanisé là. C'était la bagarre. C'est pas pareil que sur la route. Avant de conclure, quels seraient tes 2 ou 3 conseils à donner à des coureurs auditeurs, donc qui sont des fidèles du podcast et qui souhaiteraient basculer vers une alimentation végane, tout en gardant, tu l'as dit, un niveau de performance en course à pied? Ce serait quoi? Par quoi tu les inciterais à débuter? Alors, prendre leur temps. C'est un peu contradictoire, mais prendre son temps, s'informer, beaucoup s'informer, pas se lancer à tâtons, savoir pourquoi on fait ça. Donc c'est pas une démarche qui part de la frustration de la planète brûle, il faut faire des sacrifices, même si en soi c'est le constat est vrai. Il faut pas partir dans une mentalité de renoncement. Donc c'est pas un renoncement, c'est pas quelque chose qu'on arrête, c'est quelque chose qu'on commence au contraire, quelque chose qu'on va découvrir. Donc il faut se dire qu'on fait ça, c'est peut-être un mal pour un bien, si on voit ça d'une manière un peu de la personne qui verrait ça comme une frustration. Il faut se dire que c'est un mal pour un bien et que c'est un renoncement qui est positif parce qu'on va découvrir quelque chose derrière, quelque chose de nouveau qui va changer un petit peu complètement notre mode de vie. Donc comprendre pourquoi on fait ça, comprendre comment on fait ça et après appliquer ça. Bon, je pense qu'on a les cartes en main. C'est vrai qu'on est consommateur, donc à nous de faire les bons choix. Avant donc de terminer cet épisode, si des auditeurs veulent directement entrer en contact avec toi, quels sont les canaux par lesquels on peut te suivre et entrer en contact avec toi? Alors, il y a Instagram, donc c'est @françois.vegrun, veg comme vegan et run comme running, et ma page Facebook François Duterrier. Bon, moi, je remettrai tous les liens donc dans les notes de l'épisode. Et puis, si les gens veulent donc directement converser avec toi, je les invite à t'envoyer un petit message. Et comme tu l'as fait quand je t'ai proposé cet épisode, tu as accepté volontiers. Alors, j'aurais une dernière petite question. Un instant pour toi à côté de tes pompes, ce serait quoi? Un moment en dehors de toute activité sportive? Ce serait un moment où, derrière les fourneaux, justement. Je cuisine beaucoup, j'aime beaucoup les pâtisseries, j'aime beaucoup les sucreries. Là, récemment, j'ai découvert les cinnamon rolls, les brioches roulées à la cannelle. J'expérimente beaucoup en cuisine. Donc là, ce week-end, ça va encore être beaucoup d'expérimentation en cuisine. Beaucoup de sucreries, malheureusement. Mais tu es en phase de semi-coupure, donc on va dire que le coach sera pas trop regardant. Oui, non. Et il dira rien s'il écoute l'épisode. Non, le Subway, le Burger King en version vegan après la course, même vegan, il est mérité. Hein, le gros repas après la course, même en vegan, il y a de quoi largement se faire plaisir. Eh bien François, moi je te remercie de t'être livré sur
ton parcours déjà de globe-trotter à travers ces voyages, donc direction Taïwan, et puis sur ton profil alimentaire un petit peu particulier qui ne t'empêche pas d'être performant sur les compétitions. Donc, merci pour cet échange. Merci à toi de m'avoir invité, de m'avoir donné l'antenne libre, de pouvoir m'exprimer sans jugement, sans contrainte, et puis de manière claire et accessible à tous. Eh bien, merci à toi. Et pour les auditeurs, je vous invite à tester, à peut-être entrer en contact avec François. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne semaine à vous. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, Facebook, Instagram. Laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.